Dès la première année, j'ai fait 3 sélections en équipe de France. Mon premier grand championnat jeune, où c'était les championnats du monde cadet en Colombie. Et voilà, tout ça, ça fait quand même rêver. Et puis tu te dis, ah, mais en fait, j'y arrive. C'est pas facile, évidemment. Le trop n'est pas... Enfin, c'est l'ennemi du bien. Donc, j'en ai trop fait. Et en mars dernier, j'ai arrêté définitivement à cause d'une dépression. C'est vraiment lors des championnats de France qui était le 12 mars 2023. Je pense que c'est une date qui, pour l'instant, va rester en moi. J'ai pas réussi à finir les championnats de France, en fait. J'ai pas fini la course. J'ai abandonné au 15e ou 16e, je sais plus trop. On est vraiment au début de la démocratisation de la santé mentale, d'aller voir un psychologue. C'est pas réservé pour les fous ou autres, ou les malades. Et il faut pas attendre d'être mal pour aller voir quelqu'un. Salut Héloïse, comment tu vas? Salut Clément, ça va et toi? Ça va super, écoute, il fait très beau aujourd'hui et la route s'est bien passée pour venir, donc Parfait. Ça va nickel. Et toi, tout va bien en ce moment Tout va bien, là je suis chez moi donc tout va bien et comme tu dis, il fait beau donc toujours plus simple de se faire interviewer chez soi que de se déplacer. Oui, je trouve. Ça change des autres fois où tu as dû faire des interviews, je suppose Ouais, d'habitude c'est plutôt sur le terrain, une fois que tu as franchi la ligne d'arrivée ou même par téléphone avec les journalistes, mais c'est toujours moins confort que d'être chez soi, attablé sur sa table de dîner et voilà. Surtout après avoir couru ou fait un exercice physique, en général on est un peu essoufflé. C'est ça, là je sors d'une petite sieste, juste après avoir travaillé, donc ça va. Parfait. Justement, tu disais juste après avoir travaillé, est-ce que pour ceux qui nous écoutent et qui ne te connaissent pas, tu peux te présenter qui t'es en dehors du travail et du sport et après présenter tes activités sportives et entrepreneuriales vu que tu fais partie des deux mondes, donc c'est ce qui est intéressant avec toi. Ok, du coup moi c'est Héloïse, j'ai 25 ans, donc comme tu l'as dit je suis à la fois sportive, j'ai été sportive de haut niveau et je suis aussi auto-entrepreneuse en coaching et préparation mentale pour les sportifs. Après en dehors de ça, c'est 2 pans de ma vie quand même assez importants, mais je sais pas trop quoi dire. Non, les invités, ils ont toujours un peu de mal à se présenter. Et c'est vrai que c'est difficile de se présenter en dehors de qui on est déjà pour un sportif en dehors du sport et pour en dehors de sa vie professionnelle, qu'on soit entrepreneur ou pas. Donc, s'il n'y a pas de réponse à ce niveau-là, il n'y a pas de souci, c'est pas grave. Est-ce que, du coup, c'est ce que tu me disais, le sport et l'entrepreneuriat sont 2 gros pans de ta vie. Tu as commencé avec le sport. Oui. Et est-ce que, du coup, tu peux nous dire quels sont justement tes premiers souvenirs de sport, que ce soit avec la discipline que tu as faite à haut niveau ou pas du tout Déjà, je me souviens, quand j'ai commencé l'athlétisme, j'avais 10 ans, donc ça fait 15 ans aujourd'hui. C'était lors d'une course où mes parents couraient, parce que mes parents nous ont toujours amenés avec eux sur les courses, sur les sports qu'ils faisaient, etc. Et ils connaissaient quelqu'un qui voulait lancer un club d'athlètes. Donc mon tout premier souvenir avec l'athlétisme, c'est ça. C'est Héloïse, est-ce que ça te dirait de venir t'inscrire pour courir, sauter, lancer, faire tout ce qu'un jeune fait en athlétisme, on touche un peu à tout. Donc ça, c'est vraiment mon tout premier souvenir. Après, avec la marche athlétique, puisque c'est la discipline que j'ai fini par pratiquer à 100% vers mes 13-14 ans, c'est pareil, une initiation sur la piste d'athlée. C'était en fait le club d'athlétisme dans lequel j'étais, c'était un regroupement de clubs. Et dans l'autre ville de ce club-là, il y avait un marcheur et qui est venu nous faire une initiation. J'ai commencé, mais pas du tout avec l'idée de continuer dans ça après. De toute façon, la marche, on y vient vraiment par hasard. C'est assez rare que des gens disent je veux faire de la marche athlétique absolument et faire du haut niveau en plus de ça. Donc voilà, mon premier souvenir avec la marche, c'est une initiation et puis ça m'a bien plu. J'avais bien aimé l'ambiance. On était un petit groupe, donc c'est tout de suite plus plaisant. C'est plus facile de prendre sa place, etc., de s'exprimer. Et donc j'ai dû faire 2-3 entraînements, une première compétition que j'ai gagnée. Et du coup, ça m'a beaucoup motivée. À quel âge, du coup, je pense que j'avais 13 ans. Ouais, donc c'était pas longtemps après avoir fait cette initiation, justement. Oui, c'est ça, complètement. Oui. L'athlé, au début, comme je disais, tu touches à tout. Donc on te met sur des disciplines que
t'es pas forcément très doué ou que moi j'aimais pas plus que ça le lancer ou les sprints, etc. Je me suis vraiment plu dans tout ce qui était plutôt endurance et c'est ce que je retrouvais dans la marche. C'est pour ça que ça m'a fait continuer aussi. Parce que du coup, quand tu as débuté en athlé et que tu touchais un peu à tout, tu avais déjà fait des compétitions dans ces domaines ou... Ouais, j'avais fait, on appelle ça un peu des triathlons. Alors, c'est pas du tout comme les triathlons qu'on voit aujourd'hui, hein, avec le vélo, la course et la natation. C'est des petites disciplines où justement tu fais une course, un saut et un lancer. Et après, tu choisis ce que tu fais dedans, hauteur, longueur, poids, Ok. tout ce que tu veux. Mais j'ai fait, oui, quelques petites compétitions comme ça. Après, c'est dans le coin, hein, tu bouges dans le département avec ton club, tu vas faire les triathlons du coin. C'est une sorte de c'est quoi? C'est le décathlon, du coup, la discipline olympique où il y en... Oui, c'est ça, où il y a 10 disciplines, ou heptathlon pour les femmes, mais oui, c'est ça, c'est des mini décathlons. Et du coup, la marche athlétique, justement, est-ce que tu peux nous présenter un peu plus le sport et qu'est-ce que c'est? Parce que j'ai vu sur certains articles où tu en parlais que c'était un sport qui manquait déjà de visibilité et de reconnaissance, entre guillemets. Mais c'est aussi un sport qui est difficile à s'imaginer et à comprendre. Déjà, quand on regarde des gens faire ce sport à la télé, je pense que la majorité des gens réagissent en se disant mais qu'est-ce qu'ils font, pourquoi ils courent pas et pourquoi ils marchent vite, entre guillemets. Donc pour comprendre un peu plus déjà le sport, pourquoi tu as tant aimé celui-ci et un peu les règles et comment il fonctionne. Alors déjà, pour présenter la marche, donc il y a 2 règles à respecter. C'est toujours avoir un contact avec le sol, c'est ce qui nous différencie de la course à pied. Et démarrer ton appui jambes tendues. Alors après, tu peux plier le genou, mais c'est toujours démarrer jambes tendues. Donc ces 2 règles-là sont à respecter. Et autour de la piste ou du parcours, il y a des juges pour vérifier qu'on respecte bien les règles. Si on ne respecte pas, il y a des cartons jaunes pour nous avertir. Et si le juge voit qu'on n'a toujours pas réagi ou corrigé ou autre, c'est carton rouge. Au bout de 3 cartons rouges, tu rentres ce qu'on appelle nous la prison, mais c'est une zone de pénalité. En fonction de la distance que tu fais, tu restes un temps précis dans la prison. Okay. Tu ressors, qu'on peut continuer la course. Si au 4e carton, tu n'as toujours pas modifié ta technique, ou voilà, après des fois c'est la fatigue, c'est dans le coup, tu as besoin d'y aller, etc. Au bout du 4e carton, tu sors définitivement. Donc voilà, ça c'est la marche athlétique et effectivement c'est une technique assez spéciale parce que on se déhanche beaucoup, il y a vraiment une souplesse des hanches à avoir et moi je trouve que c'est un mouvement qui est assez beau quand même parce qu'une fois que tu as acquis la technique c'est très fluide. T'as l'impression que la personne c'est hyper naturel, elle peut faire ça des kilomètres et des kilomètres et moi je trouve ça beau à voir. Mais je peux comprendre le côté, mais pourquoi ils courent pas, qu'est-ce qu'ils font Justement, le fait que tu expliques ces 2 règles, il n'y a que celle-ci du coup comme règle, l'appui tendu est toujours... Parce que tu vois, moi c'est une des premières questions que je me pose à chaque fois quand je les vois, je me dis mais qu'est-ce qui les empêche entre guillemets de courir, parce qu'à la vitesse à laquelle tu vas en marche athlétique, tu vas quasiment à la même allure des fois que certains coureurs. Donc qu'est-ce qui t'empêche de basculer de l'un à l'autre, tu vois, mais... c'est pas la même discipline, je trouve, que le demi-fond ou le fond tout court. C'est en plus de devoir à faire ta distance en un certain temps, t'as toute la recherche de la technique, t'es fatigué, mais tu dois quand même justement rester correct et propre à voir. Après, ce qu'il y a besoin de savoir, c'est que le jugement il est fait à l'œil humain. Il y a eu des questions sur est-ce qu'on met des semelles pour savoir le temps d'appui au sol, puis si tu dépasses le temps d'appui ou au contraire machin, tu es disqualifié, enfin bon bref. Mais voilà, jusqu'ici c'est toujours l'œil humain qui juge si tu peux continuer la course ou pas. Mais ouais, ce qui différencie de pourquoi on court pas et pourquoi on marche, je pense que c'est vraiment la recherche de la technique. C'est vraiment différent, je trouve. Ok, et du coup, c'est ce que tu disais, c'est plus c'est un sport qui se fait plus en endurance. Oui. J'ai cru voir qu'il y avait du 20 et 50 km, j'ai vu passer quelques infos. Il n'y a pas typiquement du 50 ou 500 mètres comme on peut avoir sur de l'athlé classique dans ce sport, du coup? Non, c'est que de l'endurance, effectivement. Donc la distance olympique, c'est 20 km. Il y a eu 50 km, mais ça a été réduit à 35 pour des questions d'audimat, de médiatisation surtout. Ça a été réduit à 35 km, mais pour les Jeux de Paris cette année, il y a 20 km et un relais. Donc sur 42 km, donc la distance d'un marathon, un homme et une femme se partagent 10 km.
Donc c'est d'abord l'homme, après la femme. Voilà. Donc il y a 2 relais chacun entre guillemets. C'est ça, exactement. Okay. Donc 2 fois 10 km à faire. Et voilà, ça c'est tout nouveau sur Paris 2024. Mais oui, c'est toujours de l'endurance. Il n'y a jamais eu de vitesse. C'est vraiment un sport où il faut du temps pour démarrer. Et tu es limité aussi en fait par la technique, parce que démarrer un appui jambes tendues, c'est pas naturel de base. Donc faire de la vitesse sur ça, c'est assez compliqué, je trouve. Okay. Après, on en fait à l'entraînement, évidemment, mais plus pour s'entraîner sur des longues distances. Ouais. Ok, non mais c'est hyper intéressant et cool que tu montres justement et que tu éclaircisses un peu là-dessus, parce que je pense que si je me pose ces questions, il y en a plein d'autres qui peuvent se les poser aussi. Et c'est un sport qui, justement, en général, les gens les regardent plus d'un œil en se demandant pourquoi ils font ça comme ça, plutôt que... Alors que c'est un sport qui est, comme tu dis, pour avoir regardé quelques vidéos, du coup, c'est un sport que je trouve intéressant justement parce que il a une technique totalement différente des autres sports athlétiques, justement. Et donc, c'est intéressant justement de voir ça. Et donc, toi, tu as commencé par ce sport, tu es resté dedans jusqu'à la fin, entre guillemets. C'est ça, donc j'ai fait, on va dire, de mes 12-13 ans jusqu'à il y a 1 an, j'ai arrêté, j'avais 24 ans. Ok. Voilà, il y a tout pile 1 an. Et du coup, dans toutes ces années de sport et de sportif, tu as dit que tu as fait du haut niveau, justement. Comment ça s'est passé? Est-ce que c'est arrivé rapidement? Est-ce que le parcours a mis plus de temps à atteindre ce niveau, justement? Quand j'ai commencé la marche, au début, il n'était pas question de faire du sport de haut niveau ou autre, mais donc quand tu es jeune, je te disais, tu avais des compétitions, etc. Mais tu as aussi des stages arrivé à un certain âge, vers 14-15 ans, je dirais, quand tu es minime. Et il y a un stage qui s'appelait à l'époque Horizon 2020. Donc en fait, c'était pour préparer les générations qui pouvaient faire les Jeux en 2020, 2024, 2028, etc. Pour déjà faire un premier repérage. Et quand j'avais été sélectionnée sur ce stage-là, ça m'avait ouvert les yeux sur ce que c'était un stage déjà, s'entraîner tous les jours, 1 à 2 fois par jour, ça dépendait évidemment. De s'entraîner en groupe, parce que quand tu es marcheur, tu t'entraînes beaucoup tout seul, parce qu'il y a peu de gens qui font ça. Et sur les perspectives que ça pouvait ouvrir derrière, des championnats de France, puis derrière le championnat de France, tu as les sélections d'équipe de France, etc. Donc c'est vraiment pendant ce stage-là, donc je pense que j'avais 14-15 ans, où ça m'a ouvert les yeux, où je me suis dit je veux faire de la compétition et je veux faire du haut niveau. Donc suite à ça, il s'est peut-être passé 1 ou 2 ans, parce qu'après quand t'es jeune, il se passe pas non plus masse de choses, il n'y a pas les jeux, enfin voilà. J'ai continué à m'entraîner, faire les championnats régionaux, j'ai commencé à avoir l'âge pour faire les championnats nationaux dans ma catégorie. Et j'ai été repérée, j'étais dans un listing de mails pour intégrer une structure de haut niveau au Krebs de Nancy, parce qu'à l'époque j'étais encore en Bretagne, dans le Finistère. Et donc pour intégrer ce Krebs de Nancy, il fallait faire un certain temps que j'avais pas encore fait et passer un peu des sortes de tests, donc venir jusqu'à Nancy, etc. Après avoir discuté du coup avec cette personne, donc le futur entraîneur, je pouvais pas venir sur Nancy parce que ça faisait quand même très loin pour des tests, mais il a vu ma motivation, le projet que j'avais, que je voulais faire du haut niveau, etc. Le feeling est assez bien passé et j'étais tout proche du temps requis qu'il fallait faire. Donc à la rentrée d'après, j'ai intégré cette structure-là. Donc ça m'a vraiment ouvert là les portes du haut niveau, parce que à partir du moment où tu es en structure et en Krebs, tu es listé sur les listes ministérielles du coup. Tu as le statut de sportif de haut niveau, donc quand tu es au lycée ou en études supérieures, tu as le droit à un statut spécifique qui t'ouvre des droits, un emploi du temps aménagé, etc. Puis tu goûtes vraiment au sport de haut niveau avec des entraînements qui vont avec, toutes les structures qu'il y a autour, le côté médical, le côté t'es là pour t'entraîner, t'es pas là pour rigoler ou être à l'école ou autre, enfin c'est vraiment là pour l'entraînement et le sport. Et dès la première année, j'ai fait 3 sélections en équipe de France, mon premier grand championnat jeune, où c'était les championnats du monde cadet en Colombie. Et voilà, tout ça, ça fait quand même rêver. Et puis tu te dis, mais en fait, j'y arrive. C'est pas facile, évidemment. J'étais loin de ma famille, j'étais à plus de 800 bornes. Je m'entraînais tous les jours. C'est une nouvelle vie, une nouvelle ville, un nouvel entourage. Enfin voilà, vraiment plein de nouvelles choses. Mais j'ai vraiment goûté à ça et je me suis dit, c'est vraiment ce que je veux faire. Donc ça, c'était mes premières années en haut niveau jusqu'à début 2023 où j'ai arrêté.
un peu contre mon gré, mais depuis 2014, où je suis rentrée en structure, j'ai eu 16 sélections en équipe de France. Et tu parles des sélections en équipe de France. Comment ça se passe en marche athlétique, la sélection en équipe de France? Parce que l'épisode que j'ai tourné précédemment, donc c'était avec Thomas Lullier, que tu me disais que tu as écouté un peu, qui lui fait du kayak et fait aussi les sélections, mais dans sa discipline, je crois que c'est tous les ans qu'il y a une sélection d'équipe de France. De ce que tu me disais, ça a l'air d'être différent dans la sienne. Oui, c'est différent. Bah oui, au Krebs, du coup, je côtoyais des kayakistes et des séistes, mais c'est différent parce que nous, sur chaque compétition, c'est pas la même équipe de France en fait. Tu peux être sélectionné ou pas. Et généralement, tu as un premier championnat de France aux alentours du mois de mars qui va déterminer la principale suite de ta saison. Mais ça ne veut pas dire que tu seras sélectionné sur le grand championnat de l'été, qui est l'objectif final de chaque saison. Donc tu as les championnats de France en mars. Si tu es qualifié, après, tu vas en Coupe d'Europe ou en Coupe du Monde. Et suite à ça, ça dépend du chrono que tu as fait. Et après, tu peux aller en grand championnat ou pas. Mais voilà, ça dépend beaucoup de ce que tu fais pendant la saison, si tu fais les minima requis pour le grand championnat ou pas. C'est pas des quotas ou autre. Ok, donc c'est vraiment sur les résultats que tu fais au moment donné. C'est ça, ouais. Ok, et du coup, donc toi, tu as fait plusieurs sélections et tu as été sélectionné combien de fois justement en équipe de France, si tu sais de tête? Du coup, 16 fois, donc des catégories jeunes jusqu'aux catégories seniors, ce qu'on appelle une sélection A du coup. Ok, et quand tu dis 16 fois, c'est réparti sur combien d'années du coup à peu près? 10 ans. Ok, donc sur 10 ans, donc ça fait déjà un peu plus de... une sélection et demie par an, entre guillemets, ce qui est déjà pas mal. Et c'est un sacré palmarès. Et du coup, au-delà de la sélection en équipe de France, l'équipe de France, je suppose, c'est déjà un certain Graal. Il y a quoi au-dessus, à part les championnats du monde et les Jeux Olympiques, je pense, peut-être? Oui, c'est ça. Le plus gros objectif d'une vie d'un sportif, je pense, c'est les Jeux. T'as toujours ça en tête quand t'es jeune, t'as ça en arrière-plan en te disant j'aimerais, le but c'est les Jeux, mais il y a plusieurs étapes à valider avant parce que c'est des caps à passer. Comme je disais, chaque sélection d'équipe de France c'est à l'instant donné, donc c'est des caps à passer, puis au fur et à mesure arriver au meilleur niveau pour faire les Jeux. Mais oui, les plus grandes compétitions déjà c'est les sélections A et la plus grosse des sélections A c'est les Jeux évidemment. Okay. Ça compte pas trop les sélections jeunes, c'est bien, mais ça détermine pas du tout la suite de ta carrière. Ok. Et du coup, sélection des Jeux, est-ce que tu en as déjà passé? J'ai vu quelques vidéos où, à la base, tu t'orientais vers une sélection pour Paris 2024, parce que du coup, tu ne l'as pas fait. Oui. Donc, est-ce que on peut parler un peu de ça et présenter ça marche. En détail. Déjà, pour se qualifier sur les Jeux, c'est un temps qui est requis. Donc, je vais sur les compétitions type championnat de France ou les meetings internationaux pour faire le niveau de performance requis. À la marche, comme c'est justement de l'endurance, tu peux pas faire une compétition tous les week-ends ou tous les soirs comme certaines disciplines. Donc, c'est sur 1 an et demi à peu près que tu peux faire les minima. Donc, tu as plusieurs compétitions évidemment qui passent. Et j'ai tenté... je pense depuis 2020-2021, depuis que Tokyo est passé, en se disant la prochaine étape, maintenant, c'est les Jeux de Paris. J'ai pas fait les Jeux à Tokyo, mais de se projeter, parce que j'étais trop jeune, mais voilà, pour se projeter sur Paris, en se disant j'aurai l'âge, j'aurai passé des caps, etc. Mais voilà, le trop n'est pas... Enfin, c'est l'ennemi du bien, donc j'en ai trop fait. Et en mars dernier, j'ai arrêté définitivement à cause d'une dépression. Ok, et du coup, tu disais dépression, c'est vraiment à cause du sport, que c'est venu et de cette surcharge d'entraînement et de kilomètres, entre guillemets, que c'est venu comme ça, ou c'est aussi à cause d'à côté, je sais pas, les études ou le travail? Non, c'est vraiment à cause du sport, oui, on peut dire à cause. Ouais. Ça vient petit à petit. En fait, en 2022, du coup, j'avais fait Munich, où j'étais arrivée 11e, c'était les championnats d'Europe. Et suite à ça, j'avais voulu tout changer. J'ai voulu changer de club, j'ai voulu changer d'entraîneur. Je suis restée sur Nancy, mais du coup, de changer d'entraîneur, ça m'a fait quitter la structure dans laquelle j'étais.
Donc c'était tout un renouveau pour moi, donc un nouveau fonctionnement aussi, et je me mettais énormément de pression. Je me comparais beaucoup aux autres, ce que je faisais c'était jamais assez, c'était jamais bien. J'acceptais pas qu'il y avait des caps à passer et que pour l'instant j'étais pas au meilleur cap et que voilà. Donc j'en ai trop fait, j'en ai trop fait. Je suis partie en stage en février 2023. Et de nouveau, donc en Australie, je suis rentrée 10 jours, je suis repartie de nouveau en stage au Portugal. Dès là, je me sentais déjà pas très bien mentalement, je me mettais énormément de pression, je le vivais très très mal. Et quand t'es en stage, t'es avec tout le monde, donc la comparaison était encore plus forte. Ouais, elle est directe, quoi. Ouais, c'est ça, là, c'est tous les jours, t'étais confrontée à tes concurrentes, et voilà, tu te disais, bon, de nouveau aujourd'hui, je vais me sentir mal, quoi. Et c'est vraiment lors des championnats de France qui était le 12 mars 2023. Je pense que c'est une date qui pour l'instant va rester en moi. J'ai pas réussi à finir les championnats de France en fait. J'ai pas fini la course. J'ai abandonné au 15e ou 16e, je sais plus trop. Parce qu'au fur et à mesure, je ralentissais. Ouais, mentalement je pouvais plus, quoi. Ouais. Mentalement, et du coup mon corps suivait ou il suivait plus. Enfin, je ralentissais jusqu'à m'arrêter définitivement, quoi. Ok, et du coup, depuis cette date, est-ce que tu as repris le sport ? J'ai jamais réussi à reprendre la marche en tout cas. J'avais quand même essayé de faire un 20 km pour finir sur une bonne note. Ouais. Je pense qu'au fond de moi, je savais que j'allais arrêter sur ça, mais dans ma tête, j'étais pas encore prête à me dire c'est fini, t'arrêtes ta carrière et tu feras plus de haut niveau ni de marche. Donc ça, c'était en avril de l'année dernière. Et depuis, je fais un peu de sport, mais que pour le plaisir et que quand j'ai envie d'y aller. J'avais demandé justement, est-ce que c'est difficile ou est-ce que c'est possible quand on a eu ce niveau dans un sport de refaire d'autres sports à côté vraiment juste pour le plaisir ou vraiment... j'en ai parlé un peu avec Thomas de l'épisode précédemment justement en off et il me disait je suis très compétitif de base donc dans tous les cas je veux gagner. Ouais. Mais justement en plus avec cet événement, est-ce que tu le disais maintenant tu arrives à faire un peu de sport pour le plaisir, mais est-ce que c'est difficile d'y aller ou de se dire là c'est juste pour le plaisir et pas la perf ? J'ai toujours un peu le côté perf. Par exemple, on a été à La Réunion, on a fait un peu de rando. Pendant la rando, j'avais besoin d'aller vite, j'avais besoin de doubler. Enfin voilà, j'avais besoin quand même un peu de cette compétition. Mais ça me fait quand même du mal parce que j'ai plus du tout... Enfin, j'ai vraiment été jusqu'au dégoût du sport, de l'entraînement. Donc quand j'y vais, c'est vraiment parce que ça va me faire du bien et que je vais y prendre du plaisir. Mais... J'essaye d'occulter le côté compétition ou autre, donc j'y vais toute seule et sans montre. Ça aussi, c'était quelque chose sans arrêt sur les chronos, c'était invivable, quoi. Et là, d'y aller sans montre, ça libère énormément. Ouais, parce que j'arrive à imaginer un peu, même si j'ai pas ce niveau sportif, entre guillemets, mais le fait d'avoir toujours des métriques à regarder pour réussir à les lâcher, parfois c'est compliqué et déjà réussir à y aller sans montre, c'est déjà un gros challenge. C'est nécessaire finalement d'y aller sans montre. Je peux plus y aller avec une montre et comme je disais, j'ai été jusqu'au dégoût, donc il n'y a même pas le manque de la compétition ou le manque de dépassement de soi ou d'aller à l'entraînement tous les jours, avoir sa dose de sport ou autre. Le dégoût est si profond que ça me manque pas du tout. Et quand je vois, moi, mes concurrentes, mes anciennes concurrentes du coup, elles ont continué, elles font des super résultats, mais il y a toujours cette petite douleur au fond et le truc de je ne pourrai jamais y retourner. Donc ça me manque pas du tout. Parce que du coup, maintenant, il y a un écart trop gros ou parce que tu pourras pas y retourner à cause de ce dégoût justement qui t'empêche ? Ouais, à cause du dégoût. Et du coup, ce dégoût, entre guillemets, c'est vraiment... c'est le sport dans le sport de manière générale maintenant ou c'est vraiment juste spécifique à la marche athlétique Spécifique la compétition au global. Je pourrais pas me mettre à faire du marathon et vouloir faire du haut niveau. Je pourrais pas me mettre à faire... je sais pas moi, de l'escalade, du canoë, du kayak, pour faire de la compétition. Je pourrais en faire pour le plaisir, mais pas plus. Ok, c'est rare de voir des personnes justement qui passent par là où en général ils en parlent pas trop, donc c'est intéressant de t'avoir aujourd'hui pour parler un peu de tout ça. Tu as parlé rapidement du stage au Portugal et en Australie, même si du coup tu étais en confrontation directe avec tes concurrentes de l'époque, peut-être qu'ils le sont plus maintenant mais qui sont toujours compétitives. Ouais. Est-ce qu'au-delà de ça, tu as quand même retenu des choses
positives ou non, mais qui te servent encore aujourd'hui, que ce soit du coup plus spécialement dans le sport, mais peut-être dans l'entrepreneuriat, est-ce que tu fais aujourd'hui? Ouais, oui, je pense que les 10 ans de sport ont fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Je suis quelqu'un d'assez déterminée et persévérante. Quand j'ai du coup un projet, un objectif ou quelque chose en tête, je vais tout faire pour y arriver. Même si je sais que la ligne de temps est grande, je vais tout mettre en place pour réussir à faire quelque chose. Et ça, c'est quelque chose qui est nécessaire dans le sport. Il faut être déterminé et il y a des jours où j'ai pas envie de travailler, où je perds un peu espoir aussi, honnêtement. L'auto-entrepreneuriat, c'est pas super facile. Mais il y a cette détermination qui fait que j'y retourne pour voir si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, tant pis. Mais d'aller tenter jusqu'au bout. Donc ça, oui, le côté détermination, persévérance, je l'ai du sport, je pense. Le côté rigoureux aussi. Ouais, cette discipline que tu as. Ouais, le côté discipline, rigueur, je pense que oui, je l'ai acquise du sport aussi, parce que du coup, j'étais très rigoureuse dans ce que je faisais dans le sport et envers moi-même, très dur. Donc je pense que je le répercute aussi un peu dans l'auto-entrepreneuriat. Et je pense que c'est des qualités qu'il faut avoir, parce que c'est pas juste en un claquement de doigts que tu arrives à gagner des clients et à gagner ta vie dans l'auto-entrepreneuriat. Donc Ok. je trouve que c'est nécessaire de les avoir. Et du coup, on va basculer sur la partie entrepreneuriale, vu que c'est ce que tu disais. Est-ce que c'est cet événement qui t'a fait le déclic pour te dire, du coup, c'est même pas j'arrête parce que t'en as été dégoûté du sport, mais qui t'a fait partir dans la voie entrepreneuriale, qui est un choix un peu, entre guillemets, osé, parce que c'est pas non plus le chemin le plus simple et le plus calme, on va dire. Il y a d'autres choix qui auraient pu être... J'aime bien me compliquer la vie. J'aime bien faire des choses difficiles. et du coup, combien de temps ça t'a mis justement à process cet événement, à le digérer et à rebondir? Est-ce que tu as réussi à le faire tout de suite? Je pense pas, mais comment tu l'as pris et tu as process la chose? Est-ce que tu as des outils ou des méthodes qui t'ont permis d'avancer et de... Deux choses du coup dans ma réponse. Première chose, je pense que quand tu es sportif de niveau, tu as un quotidien tellement extraordinaire. Enfin, c'est pas du tout, tu vas travailler de 8h à 17h, le soir tu rentres chez toi, etc. C'est un quotidien hors du commun où tu fais plein de trucs, tu pars tout le temps à droite à gauche, tu vas t'entraîner, c'est ton métier, c'est spécial. Enfin voilà. Du coup, le côté auto-entrepreneuriat, je pense que ça me convenait parce que du coup, c'est pas conventionnel non plus. Dans le sens où c'est toi qui fais ton emploi du temps, c'est toi qui décides techniquement de l'activité que tu veux faire, de comment tu gagnes ton argent, etc. Des clients que tu vas avoir et tout. Donc je pense qu'il y avait besoin de ça sur le côté encore hors du commun, garder quelque chose de pas conventionnel. Et quelque chose où tu restes maître de de tes décisions et ton emploi du temps. Oui, complètement, c'est ça. Et où c'est moi qui produis l'effort pour quelque chose. Et après, du coup, sur la deuxième partie de ma réponse, en fait, j'avais commencé un diplôme universitaire en coaching et préparation mentale parce que le côté, la relation d'aide et d'accompagnement, plus la santé mentale me plaisait, ça m'intéressait, etc. Donc j'ai commencé ce DU en la rentrée 2023, donc avant que j'arrête le sport. Suite à Parce qu'avant ce DU, du coup, tu faisais quoi comme étude? Est-ce qu'il y avait un lien? Je faisais du droit, pas du tout. J'ai fait du droit, une licence en droit, et j'ai arrêté là. Et j'ai eu ce DU un peu du coup, pendant cette période où j'étais en dépression. C'était quand même pas très facile, mais j'ai réussi. Mais du coup, ça a pris tout son sens, le côté coaching et préparation mentale, parce que les questions de santé mentale, ça me touchait encore plus que ça ne pouvait me toucher à la rentrée 2023. Donc j'ai vraiment voulu passer de l'autre côté de la barrière et du sportif du coup et me lancer dans ça. Et donc c'est pas une pratique qui est conventionnée comme la psychologie, la psychiatrie, etc. Donc tu te lances dans l'auto-entrepreneuriat. Ok, ouais, c'est vrai qu'en France, le coaching entre guillemets, c'est pas quelque chose qui est très réglementé. Enfin, je dis ça dans plusieurs milieux, que ce soit coach sportif, de base, c'est quelque chose qui n'est pas réglementé. Donc, ok, c'est hyper intéressant. Et justement, je te posais la question parce que sur les premiers épisodes que j'ai eu, il y en a plusieurs qui ont fait des phases de dépression ou de burn-out. Et bon, la plupart me disent qu'aujourd'hui, c'est une bonne chose avec du recul et toutes mesures gardées parce que ça les a amenés sur la route où ils sont aujourd'hui et qui est un chemin bien plus brillant que le précédent.
mais la plupart aussi s'en sont sortis avec le sport. Le sport et l'introspection d'eux-mêmes, donc c'est pour ça que je me posais la question, parce que vu que toi c'est le sport qui t'a amené à à ce niveau, comment t'as fait sans le sport, quoi? Pour une fois, je pense que je me suis écoutée et j'ai vraiment pris le temps. Il y a eu 6 mois de toute façon, de mars à septembre, où je ne pouvais rien faire. J'étais au fond du trou, au fond du gouffre. Et c'est pas comme la dépression, c'est pas comme un burn-out où c'est ton corps qui dit stop. Là, c'est vraiment juste mon cerveau qui a dit stop, on arrête. Parce que mon corps allait très bien, hein. Je pouvais me lever, me doucher. Il y a de temps en temps où j'allais courir. Enfin, voilà, au niveau physique, ça allait très bien. C'est au niveau mental où ça n'allait pas du tout. Donc c'était plus le temps qui a fait les choses. Effectivement, le sport, ça m'a pas permis de m'en sortir, c'est l'inverse. Mais d'avoir un projet à côté du coup, donc le DU et devenir auto-entrepreneuse, quitter le salariat, etc. Je pense que ça m'a maintenu un peu la tête hors de l'eau, parce que j'étais obligée d'aller en cours et de travailler. On avait un stage à faire évidemment, donc de faire les coachings avec les personnes que j'accompagnais. Je pense que ce projet-là m'a maintenue un peu à flot. Donc voilà. Après, l'auto-entrepreneuriat, ça devait être plus loin. Dans la ligne de temps, ça devait prendre un peu plus de temps que prévu, mais je me suis lancée en septembre, vraiment à la sortie de l'été, où j'allais mieux, et voilà. Oui, parce que du coup, de base, tu faisais ça en parallèle du sport, et le but, c'était plus une reconversion pour plus tard, pour plus tard, exactement. Après, du coup, qui est venu plus tôt. Voilà, qui était un peu précipité, on peut dire ça comme ça. Mais je pense que oui, comme tu dis, c'est pas plus mal. C'est ça qui a fait mon chemin aujourd'hui. De toute façon, c'est des événements de vie. De un, t'as pas le choix. Ouais. Et de deux, ça te fait grandir sur d'autres voies. Et peut-être que cette voie-là le sport n'était pas fait pour moi, ou j'étais pas faite pour le sport. Et d'aller vers quelque chose d'autre. Bon, j'aurais préféré ne pas faire de dépression. Ça fait quand même un peu mal, mais voilà. Et du coup, quand tu as fait cette dépression, tu as eu les études, et après les études, tu t'es lancé directement à ton compte? Je me suis lancée à mon compte, mais j'avais un travail à côté, en fait. Ça fait partie du trop aussi, parce qu'en fait, j'étais sportive, je faisais un diplôme à côté et je travaillais. Et donc ça faisait un sacré emploi du temps, mais j'avais pas le choix de travailler à côté du sport, parce que je vivais pas du sport. Comme beaucoup de sportifs en France. Et comme j'ai dit tout à l'heure, j'aime bien me compliquer la vie, donc je me suis rajouté un diplôme en plus de ça. Mais qui finalement est pas plus mal, parce que je fais à 100% ça aujourd'hui. Et du coup, aujourd'hui, tu es à 100% dans le coaching. C'est ça, j'ai quitté le monde du salariat, du coup le monde du sport aussi, et je suis à 100% dans le coaching et la prep mentale. Et du coup dans l'auto-entrepreneuriat. Ok, parce que justement j'avais demandé comment tu as basculé, est-ce que ça a mis du temps, ou comment tu as basculé de ton DU à ton entreprise. Donc est-ce que tu as fait des stages pendant ton DU qui t'ont permis de lancer progressivement ton activité, ou est-ce que quand tu as fini les études, tu te dis je fais ça et maintenant on part de zéro, entre guillemets? J'avais un stage à faire pendant les études, pendant le DU. On a forcément une phase de pratique à avoir. Donc j'avais des personnes que j'accompagnais, et le bouche à oreille a un petit peu fait son effet. J'ai aussi commencé à faire de la com, etc. Donc sur ça, il y a eu une continuité. Mais je travaillais toujours à côté en salariat, donc j'avais mon poste en entreprise, et le soir j'avais des coachings, donc j'accompagnais les personnes avec qui j'étais. Et ça a duré 6-8 mois, puis là ça fait quelques semaines que je suis que sur le freelance. Et du coup, tu parlais de communication. C'est quoi les principaux réseaux que tu as avec ce projet? Déjà, pour les gens, s'ils veulent en savoir plus, et où te contacter. Je suis très active sur Instagram et sur LinkedIn, donc du coup, Héloïse Terek. Mon pseudo. Donc c'est plus des infographies, des choses comme ça que tu fais pour aider les gens, ou... Il y a un peu de tout. Sur LinkedIn, je commence à faire de la com sur l'auto-entrepreneuriat, du coup, sur mes objectifs, comment gérer ma nouvelle vie, etc. Sur là, je donne pas forcément des tips, mais du coup, il y a d'autres posts, et donc aussi sur Instagram, qu'on peut retrouver sur la visualisation mentale, sur comment respirer. Et là, c'est plus des outils, des tips sur comment mettre ça en place, etc. Puis je partage aussi un peu mon parcours, parce que le but, et tu l'as dit tout à l'heure, c'est d'en parler, parce que peu de personnes en parlent, alors que la santé mentale, c'est quelque chose de très important. C'est 50%, voire plus, d'une performance, qu'elle soit sportive ou professionnelle.
Donc c'est aussi démocratiser un peu ça en parlant de mon parcours, de ce que j'ai vécu et un peu en mode warning sur faut savoir s'écouter et voilà. Ouais. C'est quelque chose de bien, je trouve, déjà le fait que toi t'en parles, mais que ça se démocratise aussi dans le sport, mais pas que. Enfin, parce que je trouve qu'en France, c'est quelque chose qui est encore difficile à admettre ou à accepter. Là où, en vrai, aux États-Unis, les gens fous, c'est ceux qui n'ont pas de psy, entre guillemets, ce qu'on dit, tu vois. Mais ce que j'ai vu pas mal, justement, d'interviews de Teddy Riner en ce moment qui passe sur le plateau, où lui démocratise ça depuis pas mal d'années. Et je trouve ça intéressant déjà de voir à différentes échelles parce que ça peut toucher tout le monde, pas que dans le sport. Donc c'est intéressant de voir ça. Et du coup, est-ce que c'est des choses que tu traites aussi, entre guillemets, avec tes accompagnements, le sujet de la dépression ou du burn-out, ou c'est vraiment que de la préparation mentale J'ai pas les compétences Ok. je suis pas psychologue ou psychiatre, donc j'ai pas la compétence de donner un diagnostic ou de dire tu souffres de ça, Ouais. ou tu as tous les symptômes. La seule chose que je peux faire, c'est renvoyer vers une personne si je vois, du coup compétente, si je vois que moi, c'est au-dessus de mes forces, enfin de mes compétences plutôt, et que ça rentre pas dans mon cadre. Donc moi, c'est vraiment que coaching et préparation mentale. C'est plus sur l'instant présent, du coup, préparer un objectif, des questions de confiance en soi, de concentration, gestion des émotions. On va pas chercher dans le passé de la personne sur pourquoi elle est comme ça aujourd'hui, parce que dans son enfance, il s'est passé ça, 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 ou au contraire, il s'est pas passé, machin. Ça, c'est vraiment réservé à la psychologie. La frontière est assez claire, je trouve, et ne pas la dépasser, c'est important. Enfin, au niveau déontologie, etc., c'est hyper important. Ouais, et puis pour vraiment segmenter entre ça, c'est telle personne qui s'en occupe. C'est ça, ouais. Et du coup, parce que moi, quand j'entends préparation mentale, tout de suite, je vois des cibles entre guillemets très spécifiques, en mode soit c'est vraiment des sportifs et athlètes de haut niveau, soit c'est des entrepreneurs qui sont à une certaine échelle parce que ça s'assimile un peu à du sport de haut niveau, le fait d'aller chercher des objectifs, de faire tourner une entreprise et tout. Mais est-ce que du coup, c'est les deux cibles que tu as ou justement c'est vraiment très large et tu as tout type de profil, tout type d'âge et tout type de personnes qui viennent te voir? C'est pas réservé qu'aux sportifs ni à l'élite. Okay. Tu as parlé de sportifs de haut niveau. C'est souvent eux qui l'utilisent parce que. Ils ont les moyens en même temps. Ça, et puis oui, ça rentre dans la préparation à côté de l'entraînement. Comme tu entraînes ton corps, tu entraînes aussi ton mental. Mais c'est évidemment ouvert à tout le monde, que ce soit étudiant. J'ai eu des personnes qui étaient au lycée, où c'était pour préparer des examens, ou c'était pour gérer le stress. J'ai eu des personnes plutôt dans le côté professionnel, donc reconversion, avec des questions de confiance en soi, parce que après tout est un peu lié. Tu as une première base avec la confiance en soi, gestion des émotions, puis au fur et à mesure, quand tu remontes sur la concentration, gestion de l'énergie, motivation, etc., mais au final, tout est lié. Si tu as un problème de concentration, je vais essayer d'aller voir pourquoi, dans le sens où est-ce que c'est sur la gestion des émotions, comme je disais, qui fait que tu n'arrives pas à te concentrer à 100%, etc. Voilà. Ok, non mais c'est cool de voir ça parce que justement ce que je te disais, moi naïvement je pensais que comme tu as dit, l'élite entre guillemets, même si j'aime pas vraiment ce terme, mais ouais vraiment réservé à certaines personnes, mais du coup de voir que non, tout le monde peut... Tout le monde peut et j'accompagne tout le monde. Et justement, tu accompagnes tout le monde. Est-ce que les accompagnements se ressemblent entre guillemets pour des mêmes problématiques? Est-ce que l'accompagnement, que ce soit pour, on va reprendre l'exemple d'un sportif de haut niveau et de quelqu'un qui stresse pour son oral blanc, est-ce que du coup c'est la même méthodologie que tu appliques ou justement ça s'adapte plus à chaque type de personne et de leur personnalité et de qui elles sont? Ça va être très individualisé et chaque coaché que j'ai a évidemment sa trame de travail personnalisée parce qu'il va m'amener une demande qui est différente et me l'amener d'une manière qui est différente. Et pareil, comme je disais, c'est aussi d'aller chercher un petit peu le fonctionnement, le pourquoi dans les questions de confiance ou autres. Donc c'est vachement adapté à la personne. Après, les outils en soi restent le même, mais c'est justement le challenge, c'est de l'adapter à la personne pour que ça lui aille au mieux, qu'elle puisse l'utiliser au mieux et le réutiliser en toute autonomie et elle-même en aller chercher de nouveau, parce que le but du coaching et de la préparation mentale, c'est d'accompagner la personne sur un certain temps, mais pour la rendre autonome et que dans 5-10 ans, j'aurais puisse toujours trouver des réponses en elle et des outils
pour régler la nouvelle demande qu'elle a. Ok, donc ouais, c'est plus une quête de connaissance de soi et de savoir ce qui Ouais, un peu, fonctionne ouais. pour soi pour après pouvoir les réutiliser. C'est ça. Et du coup, est-ce que vu que toi, tu as fait du sport à haut niveau, dans tes outils, tu incorpores justement de la pratique physique et sportive ou Non, pour moi, je suis vraiment justement. réservée au mental. Je n'ai pas Ok, du tout les capacités pour faire ok. le côté entraînement physique ou ouais, muscu ou autre. Non, pas du tout. Ok, non mais je vois, je me pose la question parce que je me dis ça peut être intéressant pour quelqu'un, je sais pas, qui peut avoir des troubles de l'attention ou du manque de discipline quelque part, d'allier la théorie par la pratique avec justement le fait d'être régulier dans Là une où on peut activité. lier avec la pratique, c'est sur de l'imagerie mentale, où c'est justement permettre à la personne, enfin guider la personne dans visualiser ce qu'elle aimerait faire à l'entraînement. Et c'est comme ça aussi de préparer l'objectif, de te visualiser le jour de l'échéance pour préparer au mieux le jour J. Après, sur des questions de rigueur, justement, le fait de faire de la préparation mentale et du coaching avec un apport d'outils, etc., ça va permettre à la personne de se poser les bonnes questions, etc. Mais en soi, c'est elle qui travaille. Moi, Ouais. j'accompagne juste. C'est beaucoup de prise de conscience et ils travaillent plus en fait quand ils sont chez eux ou dans la vie de tous les jours que quand on est en séance. Ok. Ouais, donc en fait, toi, pendant les séances, tu ouvres plutôt des portes avec des questionnements et la personne réfléchit après d'elle-même. Oui, c'est ça. Ok, c'est hyper intéressant de voir ça comme ça. Et du coup, quand tu dis des outils, c'est quoi? C'est de la visualisation, à part la visualisation, qu'est-ce qu'il y a d'autre justement dans la préparation mentale? Parce qu'on entend souvent parler de visualisation Ouais. avec les sportifs, typiquement. Mais qu'est-ce qu'il y a d'autre si des personnes veulent se renseigner justement ou... Il y a un côté assez scolaire, parce que j'utilise pas mal. Alors, j'ai appris avec la méthode Target. Donc, c'est beaucoup de tableaux, par exemple, pour l'onglet motivation. On va dire l'onglet, c'est pas très bien, mais avec le court, moyen et long terme, de se visualiser de comment tu veux préparer une carrière, par exemple, avec à long terme les jeux. Qu'est-ce que tu fais comme étape? Et donc, qu'est-ce que tu sors à court, moyen et long terme? Donc, ça va être des tableaux comme ça peut être donc de la visualisation, mais sous plusieurs angles. Tu peux avoir la visualisation dans un but de détendre pour gérer les émotions, de prendre du recul, de se visualiser sur une situation pour prendre du recul, pour préparer un objectif. Donc là, c'est plus sur du futur, donc visualiser l'objectif idéal en fait. Ça peut être de la correction sur le passé, et tout ça c'est en visualisation. Donc en fait, ça peut être hyper large sur les outils. Parce que j'avais demandé justement, visualisation, qu'est-ce qu'on entend et sous-entend entre guillemets par visualisation? Parce que, c'est un mot qui revient souvent et que du coup on utilise là aussi, mais typiquement c'est quelque chose qui, je pense, pour la majorité des gens qui font pas ça ou connaissent pas, même moi je me compte dedans, on comprend pas trop ce que c'est. Tu vois, typiquement quand je suis à l'escalade et que j'entends des grimpeurs qui disent la visualisation ça t'aide à mieux grimper, moi quand je visualise le truc je me vois en haut mais je vois pas en quoi. Le comment. Ouais, je vois pas comment le fait de me voir en haut va m'aider à faire le parcours, tu vois. Et pareil pour se calmer ou quand on stresse pour un oral ou quelque chose comme ça. Pour reprendre du coup ton exemple de se visualiser en haut, c'est plus comment tu arrives en haut justement, et c'est de reprendre depuis le début pour te préparer. En fait, le cerveau différencie pas le réel de l'imaginaire. Donc quelque chose que tu as fait hier, ou si tu l'avais imaginé, pour lui, il n'y a pas de différence. C'est pour ça que pour se préparer pour un objectif, la visualisation, c'est intéressant. Parce que tu vas vraiment prendre... moi, chaque fois que je prends à partir du moment où la personne arrive sur le lieu de compétition, et jusqu'à la ligne d'arrivée. Donc là, toi, ce serait arriver tout en haut. Et du coup, ce serait s'imaginer déjà l'environnement, s'imaginer la salle, s'imaginer le mur que tu vas escalader, quel chemin faire. Ça peut être s'imaginer aussi plusieurs scénarios. Si tu n'arrives pas ce chemin-là, est-ce qu'il y en a un autre? Donc voilà, pour au final arriver en haut. Mais ça, finalement, c'est les dernières secondes de la visualisation. Essayer de s'imprégner aussi de chaque sensation ou émotion ressentie. Parce que le but, justement, c'est de faire connaître ces situations à ton cerveau et à ton corps. Donc, c'est vraiment venir explorer tout ce qui peut se passer et tout ce que tu peux ressentir pour t'en servir le jour J. Ok. Donc, c'est un peu. Je vais prendre un autre sport, mais qui, je pense, parlera plus aux gens que l'escalade. Mais c'est un peu pour ça que. Les pilotes de rallye ou de Formule 1, on les voit quasiment tous la veille de la course avec leur carnet, les yeux fermés et réviser les virages et les choses comme ça. Oui, plutôt que découvrir le virage le jour J où du coup tu dois ralentir comme un malade, c'est de préparer la veille
pour être prêt, en fait, quand tu arrives sur ton virage, en fait, je le connais, donc je peux le prendre comme ci, comme ça, etc. Ok, non mais en fait c'est hyper concret de voir ça comme ça. Et typiquement du coup pour par exemple quelqu'un qui a peur de parler en public et qui a un pitch à faire pour dans 3 semaines devant 50 personnes, comment est-ce que lui peut visualiser ça? Alors je te dis pas de faire un cours parce que du coup les gens pourront me contacter directement, mais quelques astuces justement pour commencer d'appliquer cette méthode, parce que autant un pilote de Formule 1 ou de rallye ou un grimpeur, il peut voir la voie ou le chemin et enfin, c'est plus simple à visualiser quelque chose de tangible et de visuel qu'une salle avec 50 personnes, sachant qu'on ne sait pas qui seront les 50 personnes. Tu vois. Ouais, je comprends. Déjà, c'est peut-être d'aller voir la salle pour essayer de voir l'environnement dans lequel le speech va être fait. De voir comment les gens seront à peu près placés. Est-ce que c'est un amphi qui monte super haut? Est-ce que c'est super bas? Bref, de voir l'environnement pour pouvoir s'imaginer dedans. Et ensuite, peut-être qu'il y a aussi, au-delà de la visualisation, il y a peut-être aussi un peu de gestion des émotions à faire sur le stress. Et de parler devant une 50aine de personnes, c'est pas naturel. Donc, de gérer le stress, de connaître, que la personne puisse se connaître pour savoir comment le gérer et ensuite s'imaginer faire le speech. Et ça peut être une bonne méthode de révision parce que quand tu fais de la visualisation, du coup, tu peux t'imaginer carrément dire le speech. Donc, tout le texte que tu as préparé, ce qui te fait réviser en même temps. Ouais, donc en même temps, tu l'apprends, c'est ça, un peu par cœur. Ok. Donc en fait, c'est une sorte d'oral blanc, mais où tu t'inventes tes propres critères. C'est ça, exactement. Ok, non, c'est hyper intéressant de voir ça comme ça et je pense que ça pourra aider plusieurs personnes. Et de toute façon, je le répète, il y aura tous tes réseaux dans la description si jamais vous voulez plus d'informations ou prendre contact avec Héloïse par rapport à ça. Et justement, tu as fait le lien, tu as fait ça avec le sport, mais pourquoi justement avoir choisi la préparation mentale? Parce que quand tu fais du sport, il y a plein d'autres aspects sur lesquels tu peux travailler et par lesquels tu aurais pu faire un DU, tu aurais pu faire dans la nutrition ou la préparation physique justement. Pourquoi avoir choisi l'aspect mental et avoir creusé dans cette voie plutôt qu'une autre Du coup, avec le recul, en fait, mes études de droit, j'ai bien aimé, mais je savais que arrivé à la fin finalement de la licence, je me suis dit c'est pas dans ça que je veux faire ma carrière. Donc j'ai pris 1 an un peu off où j'ai été surveillante au Krebs, donc je surveillais les sportifs. C'était marrant. T'étais encore sportive à l'époque, j'étais encore sportive, mais ça faisait un peu mise en abîme, donc c'était intéressant. Mais le côté mental m'intéressait parce que du coup, avec le recul et pour faire le lien avec mes études, c'est que je me suis dit que j'aurais dû faire psycho. Le côté accompagnement de la personne, ce qu'on appelle la relation d'aide, le côté fonctionnement du cerveau, pourquoi on réagit comme ça, pourquoi en compétition on est comme ci, tout le côté fonctionnement du cerveau, fonctionnement humain, tout ça m'intéressait. Sauf que de reprendre un master complet, une licence plus un master, ça m'a un peu démotivée. Donc je me suis dit que le DU était le bon compromis. Et évidemment, il n'y a pas de DU en psychologie où tout est en accéléré, sinon ça se saurait. Donc le côté coaching et préparation mentale était le bon compromis, je trouve, parce qu'il y avait quand même cette relation d'aide, cet accompagnement. Il y avait ce lien avec le monde du sport aussi, avec les sportifs. Même si j'accompagne tout le monde, j'ai quand même une appétence pour le sport, vu que c'est un monde que je connais. Du coup, quand les personnes me parlent, je comprends en fait automatiquement ce qu'elles me disent. Donc, le côté mental m'intéressait plus que le côté nutrition ou préparation physique ou management du sport, etc. Ok, et du coup, maintenant que tu as validé ton DU et que tu es à ton compte, est-ce que c'est quelque chose que tu envisages peut-être pour plus tard, vu que tu aimes bien te complexifier la vie, justement, de potentiellement refaire une licence ou un master plus en psycho pour soit avoir plus d'outils pour tes accompagnements, soit pouvoir faire ça dans un autre cadre Je pense qu'à terme, moi, je reprendrai des études en psycho en licence et en master. Ça m'intéresserait, je pense, mais pas tout de suite. Je me sens pas prête à reprendre des études. Mais là, je continue à me former sur d'autres formations, du coup, plus courtes. C'est plus des certifications qu'un diplôme, comme un master à la fin. Mais à terme, moi, je pense que je reprendrai des études, en plus du métier, de l'auto-entrepreneuriat. C'est l'avantage que tu as, c'est que du coup, tu peux gérer ton calendrier et donc faire
même potentiellement tes propres stages chez toi si C'est besoin. ça, exactement. Et du coup, au-delà d'une reprise d'études et que ton entreprise tourne bien, qu'est-ce que qu'on peut te souhaiter pour la suite et c'est quoi les prochaines étapes que tu as avec ce projet ou d'autres si tu en as en cours dont on n'a pas parlé et que tu as envie de mettre en avant aujourd'hui? Là, à court terme, c'est de continuer à me former parce que j'ai envie d'aller plus loin que ce que je connais, d'avoir plus d'outils, plus de méthodes, etc. pour accompagner les sportifs. Et à moyen terme, ce serait de les accompagner en stage et en compétition, comme on peut en retrouver certains sur des compétitions d'athlètes ou sur des grandes compétitions avec les fédés. C'est d'être préparatrice mentale et coach d'une équipe, et de les accompagner. Spécifique. Ouais. Ok. Ça me motive, enfin ça me botte vraiment. J'ai vraiment envie d'être de l'autre côté de la barrière et d'accompagner, de sensibiliser sur les questions de santé mentale les sportifs. Et du coup, à long terme, je pense psychologue, ça pourrait m'aller, ça pourrait me correspondre. Et du coup, est-ce que cet objectif à moyen terme, comment ça se passe entre guillemets? Est-ce que je me doute que ça doit être assez fermé ou compliqué d'entrer dans le milieu. Après, tu as l'avantage de déjà connaître un peu comment ça se passe de l'intérieur du côté sportif, donc tu as peut-être des clés ou des chemins qui seront un peu plus rapides, mais... Bah oui et non. J'ai un petit réseau, mais pas de là non plus à me faire rentrer tout de suite à la Fédé. Et je pense déjà qu'il faut se faire un nom et avoir de l'expérience. T'accompagnes pas un champion olympique alors que tu sors d'un DU. Ou alors, il faut vraiment être hyper doué. Mais ça prendra du temps. Mais j'ai le temps, justement. Je fais ce que je veux, donc voilà. J'ai oublié la question. La question, c'était justement, est-ce que le fait d'avoir connu le sport à haut niveau te permet d'avoir des clés ou des chemins qui te permettront justement d'accéder soit plus rapidement ou de mieux comprendre les enjeux qu'il y a justement pour pouvoir entrer dans ce milieu et accompagner des sportifs ou des équipes? Oui, du coup, donc le réseau, ça aide un petit peu, mais après, effectivement, c'est de se faire son nom et sa place, parce que c'est un métier il y a énormément de coachs et de prep mentaux, il y en a de plus en plus, parce que justement, comme c'est des questions qui se démocratisent, la santé mentale, l'accompagnement du sportif, etc., t'as plus de monde forcément. Je pense que mon expérience et mon vécu de sportive aidera, mais ça fait pas tout, et il faut travailler, se faire son nom, accompagner des sportifs, et puis je pense que le bouche à oreille fait beaucoup aussi. C'est limite ce qui peut le plus m'aider à avancer. C'est toujours. Je viens d'y penser justement en parlant là, avec ta réponse. Est-ce que dans la préparation mentale, typiquement, ça peut aussi être de l'accompagnement pour des personnes qui ont des peurs ou des blocages sur certains points spécifiques dans leur pratique sportive? Je sais pas, je pense à des gens qui font de la gym et qui ont peur de lancer un mouvement spécifique alors que la peur est irrationnelle parce que c'est dans un endroit protégé et accompagné où moi je sais que typiquement à l'escalade, je sais pas si tu connais un peu l'escalade en voie du coup, mais tu peux grimper en moulinette ou en tête. Donc en moulinette tu es accroché par une corde en haut, donc si tu chutes il se passe rien. Et en tête c'est toi qui montes ta corde et qui l'accroche au point de tous les 2, 3, 4 mètres en fonction de la voie. Et typiquement quand je passe en tête, j'ai des peurs qui font que je grimpe pas du tout au même niveau parce que tant que je suis pas accroché aux faces des yeux, je réfléchis pas et je fais n'importe quoi. Et quand je suis au-dessus du point d'accroche et que la corde est en bas et puis en haut, pareil, je fais n'importe, tu vois. Et c'est savoir si justement la préparation mentale, ça peut aider sur ce genre de point ou si c'est plus aller voir des psychologues ou d'autres personnes dans le métier du cerveau, qui sont experts du cerveau entre guillemets. Aller voir un coach où c'est une bonne première base. Effectivement, oui, il y a plusieurs. J'avais un athlète où il avait des blocages sur des courses, sur une certaine distance. Faire de la visualisation, ça a bien débloqué. Donc oui, toutes les questions de blocage, de peur irrationnelle, c'est des questions que je peux traiter, des demandes que je peux avoir. Donc ça va être de comprendre en fait déjà pourquoi. Toujours essayer d'aller voir le pourquoi du comment, le fonctionnement de pourquoi d'un coup il y a un blocage ou pourquoi ce blocage-là s'est installé au fur et à mesure. Est-ce qu'il y a une chute? Est-ce que tu connais quelqu'un qui a chuté? Est-ce que
Enfin voilà, essayer de comprendre le fonctionnement, puis après essayer de petit à petit venir gérer cette peur, donc soit via de la gestion des émotions, soit donc mettre les mots dessus, etc. Soit de la visualisation. Et ça aide beaucoup quand même. Ok. Parce que justement, de voir le chemin où tu te vois faire au fur et à mesure les mouvements, te visualiser en train de gérer tes émotions quand tu as le mousqueton en bas. La corde. La corde, en bas. Enfin voilà, de visualiser tout ça en étant les pieds sur terre, ça peut aider à débloquer les choses. Puis après, si ça débloque toujours pas, c'est soit c'est pas la bonne personne, soit que faut aller voir quelqu'un d'autre et aller plus loin, c'est-à-dire côté psychologie ou aller voir un psychologue. Ok. Ouais, donc du coup, ça peut être une porte d'entrée pour certains sportifs ou pas forcément sportifs, débloquer certaines peurs irrationnelles ou non dans certains. Ok, c'est hyper intéressant pour tout ça et merci beaucoup. Et je pense qu'on va rester en contact après l'épisode parce que ça peut m'intéresser. Ça marche. Du coup, on va passer à l'interview inversée, le mini-jeu que je t'ai présenté. Mais avant, n'oubliez pas, si vous êtes encore sur l'épisode et que vous l'avez apprécié, vous pouvez laisser 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Et toujours pareil, il y aura tous les liens dans la description pour suivre les actualités du podcast et d'Héloïse, ou si vous voulez la recontacter pour avoir plus d'informations. Pour resituer, je vais te représenter les règles et en même temps pour ceux qui écoutent le jeu pour la première fois. Ouais. Le but, c'est que j'ai écrit des réponses que je vais te donner. Et le but pour toi, ça va être que tu me dises quelle aurait été la question à laquelle tu aurais répondu cette réponse. Est-ce que N'hésite pas à me dire si c'est pas clair et s'il faut que je réexplique. C'est encore en cours de rodage d'explication, mais de toute façon, je pense que ça sera plus simple par la pratique. Donc, je vais te poser la première question. Et la première, donc il y en a 5. Ça prend pas trop de temps, mais ça permet aussi d'ouvrir d'autres portes et d'autres débats auxquels j'aurais pas forcément pensé pendant l'échange. Et du coup, la première réponse, c'est « je le fais tous les jours ». Aller sur LinkedIn. Ça, c'est un truc que du coup, je fais de plus en plus. C'est, comme je disais tout à l'heure, essayer d'avoir un nom, de créer de la visibilité, etc. Et du coup, je passe ma vie sur LinkedIn. C'est prenant, hein. C'est très prenant sur les réseaux sociaux. LinkedIn ou aussi Instagram, vu que du coup... un peu Instagram, évidemment, parce que c'est un réseau social qui est plus facile, je trouve, et que je connais plus. Mais du coup, l'auto-entrepreneuriat, je trouve que tu es obligé d'aller sur LinkedIn parce que c'est plus le côté professionnel. Ouais. Et du coup, c'est pas la même manière de parler, etc. Donc, depuis que je me suis lancée en septembre, c'est tous les jours la petite routine LinkedIn. Alors, j'ai du mal à faire de la prospection, à contacter des gens, commenter, liker, etc. Mais je vais quand même voir ce qui se passe, que les sportifs ont fait, et de me tenir un peu informée aussi de ce qui se passe. Et est-ce que t'as pas le syndrome de la peur des chiffres et de regarder tout le temps les statistiques, ou t'as pas peur de tomber dedans justement? Déjà, j'ai un peu c'est pas le syndrome de l'imposteur, mais c'est du coup en mode en fait lui il a fait ça, je suis nulle. Parce que là du coup avant c'était sur le côté sport, maintenant c'est sur le côté lui il a fait cette formation là, mais du coup il a plus, donc machin. Toujours le côté comparaison, donc si c'est un peu le côté négatif de l'usage que je fais de LinkedIn. Alors pour l'aspect des chiffres, s'en détacher, je n'ai pas du tout de conseils là-dessus. Mais pour l'aspect comparaison, il y a un épisode que j'ai fait avec Nico Sefarat, si jamais vous l'avez écouté, ou si je sais pas, si tu veux, je t'enverrai le lien, qui est un créateur de contenu du coup qui s'est reconverti après un burn-out en tant qu'ingénieur textile. Et j'échange beaucoup avec lui parce que c'est un ami proche maintenant. Et quand j'ai longuement hésité justement à me lancer dans la création de contenu, et lui m'avait dit mais hésite pas parce que de toute façon ça sert à rien de te comparer, parce que les personnes que tu regardes toi et les personnes qui le regardent lui et toi justement, ça se trouve ils feront jamais le lien entre vous deux et ils verront peut-être jamais le contenu de A et verront que le tien, et du coup il n'y a pas de raison de vouloir se comparer parce que peut-être que le lien que tu crées toi, il n'y a que toi qui le crée entre vos deux contenus, tu vois, ou services ou prestations. Donc, et puis tu plais pas à tout le monde et tu plais à d'autres personnes, et du coup le contenu, pareil, ça plaît pas à tout le monde et ça plaît à d'autres personnes. C'est juste trouver sa cible. Mais du coup en attendant c'est dur parce que
bah ouais, il y a ce système de comparaison qui revient sans cesse, quoi. Non, mais je comprends et c'est, je pense, des choses qui sont normales parce que c'est Oui, c'est humain, vrai. la comparaison et les chiffres aussi, qui maintenant sont poussés à un extrême où, enfin, Ouais, il faut quand toujours tu es sur les réseaux, enfin, l'être humain, même pour les célébrités, enfin, de base, n'a pas été créé ou n'est pas habitué à côtoyer autant de personnes, même s'il ne les côtoie pas directement. Mais donc, ouais, c'est des choses qui sont des sujets pour lesquels on peut avoir besoin de préparation mentale Ouais, pour. c'est vrai, c'est vrai. Du coup, la deuxième question, c'est mon plus grand rêve. Enfin, réponse à laquelle. Euh, Bah, mon plus grand rêve sur le côté professionnel, c'est, comme je disais tout à l'heure, d'accompagner les sportifs sur le terrain. Ça me... J'ai vraiment envie d'aller en stage et en compétition et les suivre dans leur quotidien pour avoir encore, apporter plus lors des séances qu'on peut avoir ou autres. Après, sur le côté perso, je pense que ce serait un peu être digital nomade. Ouais. De pouvoir voyager, voir du pays et en même temps travailler et pouvoir faire son taf de là où on est, quoi. Retourner voir la Bretagne et. Par exemple, mais aller plus loin encore. Encore plus loin. C'est une très bonne réponse. Et du coup, enfin, je viens d'y penser quand tu as dit accompagner les sportifs. Est-ce que le fait que tu aies choisi aussi ce métier, c'est pas aussi pour accompagner les sportifs, quoi, comme tu le disais, mais justement leur éviter, entre guillemets, ce que toi, tu as pu traverser ou vivre avec cette comparaison des autres Ouais, oui, sur le côté sensibilisation, il y a à la fois accompagnement et à la fois sensibilisation, comme je disais tout à l'heure, sur la santé mentale et sur le trop et c'est l'ennemi du bien. Et ouais, c'est pour ça que des fois je fais des posts sur mon parcours et mon expérience et ça parle beaucoup plus aux gens d'ailleurs, parce qu'il y en a beaucoup qui se retrouvent dans ce que je peux dire ou autre. Mais ouais, essayer un maximum que personne ne vive ça en fait. Ça fait ceux qui ont vécu un burn-out ou une dépression ou un autre trouble ou que sais-je. Bah oui, tu fais tout. T'essaies d'en savoir plus pour ne pas l'avoir, quoi. Ouais. Pour ne pas le vivre. Non, mais c'est une cause très noble et c'est, enfin, très. Je trouve pas le mot autre qu'intéressant, mais je me rends compte au montage des épisodes que je dis tout le temps le mot intéressant, mais c'est parce que ça l'est. mais je vois. À l'inverse, du coup, la troisième réponse, c'est mon plus grand regret. Je pense que mon plus grand regret, c'est de pas pouvoir faire les jeux, enfin de ne pas avoir fait les jeux. C'est pas de pouvoir, c'est que ça vient de moi, mais je pense que ouais, quand je serai plus vieille, ce sera de me dire putain, je me suis arrêtée en 2023, il y avait les Jeux à Paris en 2024, j'ai pas su mettre les choses en place correctement pour les faire et au moins tout tenter, parce qu'encore une fois, c'est soit tu réussis, tant mieux, si tu réussis pas, c'est tout, t'as tenté. Ouais. Mais voilà, t'as fait les choses, t'as mis les choses en place pour. Je pense que ce sera mon plus grand regret. Mais après, on dit il vaut mieux avoir des regrets que des remords ou des remords que des remords. Oui. Voilà, j'ai tenté, j'ai trop tenté, mais ce sera un regret un jour, je pense, de ne pas être allé au bout de ma carrière. Bon, on l'espère pas, mais peut-être que tu accompagneras d'autres sportifs à faire leur c'est jeu. C'est ce que je me dis, peut-être qu'un jour je serai au jeu, mais encore une fois, de l'autre côté de la barrière, ce sera un rêve à moitié coché, je pense. Je vois. Avant-dernière réponse, du coup, j'aurais aimé qu'on me pose cette question 5 ans en arrière. Alors, c'est l'une de celles qui demande le plus de réflexion en général avec les regrets, mais que toi, tu n'as pas eu. En général, j'essaie toujours d'accompagner un peu en essayant de resituer la personne où est-ce qu'elle était il y a 5 ans. Je pense que ce serait... Du coup, il y a 5 ans, j'avais 20 ans. Oui, donc je faisais du droit. Ce serait la question, est-ce que ça te plaît vraiment, tes études ? Parce que du coup, je pense que c'est vraiment là, il y a 1 an que je me suis dit, j'aurais dû faire psycho. Donc si on m'avait posé la question il y a 5 ans, peut-être que ça m'aurait remis en question sur, non, le droit, ça me plaît pas, c'est pas ce que je veux faire, réoriente-toi tout de suite. Ouais. C'est plus ça, peut-être. Je vois. Après, c'est pas un regret, c'est comme ça. Et aujourd'hui, je prends la petite porte pour rentrer dans le monde de la santé mentale, mais voilà. Je vois. Dernière réponse, entre guillemets, du coup, c'est la chose dont je suis le plus fier. Enfin, la plus fière, pardon. D'avoir eu le courage à 16 ans de quitter ma famille pour venir à Nancy en structure, comme je disais tout à l'heure. Je pense que c'est ma plus grande fierté, du coup, d'avoir su quitter quelque chose pour tenter mon rêve et mon objectif. C'est une
réponse qui me revient souvent, alors pas forcément dans les épisodes, mais avec les gens que je côtoie ou avec qui j'échange. Et l'autre fois, j'ai parlé avec quelqu'un qui s'occupait du programme Erasmus, justement, pour les étudiants et tout, et qui me disait qu'en fait, le rôle principal qu'elle a, c'est limite psychologue, parce que les étudiants veulent y aller, mais en même temps, ils ont peur de quitter leurs parents et tout, et donc la majorité du temps, ils y vont pas. Et elle, son rôle, c'est juste de les rassurer qu'ils seront toujours là au retour et tout, et qu'en fait, c'est la meilleure expérience qu'ils peuvent vivre. Et la majorité, quand ils en reviennent, ils disent merci de m'avoir convaincu. Ouais, c'est pas mal comme poste, comme rôle. C'est vrai qu'il y a toujours cette peur, et je pense que j'en aurai un jour en demande dans les coachings que je pourrais avoir, c'est la peur de quitter quelque chose et de se lancer, en fait. Mais j'aime pas dire il faut faire ça, mais ouais, il faut se lancer, il faut tenter, et si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave. Enfin, Erasmus, tu peux, comme elle dit, en fait, tes parents seront là à ton retour, ou ta famille, ou ce que tu veux pas quitter, et au pire, tu le retrouves plus tôt, mais au moins, t'as tenté au début, et voilà. Très bonne réponse. On va basculer sur les questions de fin, du coup, qui sont un peu plus des questions d'introspection et de recommandations pour ceux qui nous écoutent et qui veulent en savoir plus, soit sur toi, soit sur les domaines qui t'intéressent. La première question de fin, en général, que je pose, c'est la question de l'invité précédent. Donc à chaque épisode, je leur précise, mais l'invité que j'interviewe écrit un mot, une question pour l'invité prochain. Comme ça, les gens qui nous écoutent n'ont pas la réponse et doivent écouter l'épisode d'après pour connaître la question. Et donc, on en parlait, l'invité précédent était aussi dans le sport, et c'était Thomas Lullier. Et il t'a écrit une question qui est « Qu'est-ce qui te fait lever tous les matins ?» Te lever tous les matins. Il y a un an, j'aurais dit rien, évidemment. Là, maintenant, c'est justement développer mon activité, mais pas dans le but chiffres, auto-entrepreneuriat, etc. Dans le côté, il y a encore plein de sportifs ou de personnes à accompagner et à sensibiliser sur la santé mentale. Du coup, ce serait plus ça le côté... faire connaître les enjeux. Faire connaître tout ça aux personnes. On est vraiment au début de la démocratisation de la santé mentale, d'aller voir un psychologue, c'est pas réservé pour les fous ou autres, ou les malades, et il faut pas attendre d'être mal pour aller voir quelqu'un. On est au tout début de ça, donc ce serait de démocratiser et d'accompagner les personnes, c'est ça qui me fait. Et dans ta la démocratisation, c'est de manière générale, mais tu joues un rôle vu que tu es actrice majeure du milieu. Est-ce que c'est un choix d'avoir choisi LinkedIn et Instagram ? Est-ce qu'il y a d'autres réseaux sur lesquels tu as envie de te lancer justement pour avoir plus d'impact ? Là, je pense à TikTok ou YouTube qui sont deux autres formats très différents. Ou est-ce que c'est un choix de ne pas y aller justement ? Ou est-ce que c'est dans les... Plus ou moins. Je sais qu'il faudrait que, surtout TikTok, c'est une plateforme où il y a énormément de gens, où justement ce serait super pour démocratiser la santé mentale, ces questions-là, etc. C'est juste, je n'ai pas du tout la fibre création de contenu. Et parler face à une caméra, pour moi, c'est quelque chose que c'est pas naturel. C'est pas que j'apprécie pas, mais voilà. Mais il faudrait, oui, je sais, on me l'a déjà dit, TikTok. Pour rassurer tous les gens qui ont peur de se lancer dans la création de contenu, parler à une caméra, c'est absolument pas naturel. Et personne ne sait le faire bien, en tout cas au départ. Même la majorité des gens qu'on voit qui sont très à l'aise maintenant face à une caméra, à la base, ont commencé comme tout le monde. mais je pensais à ça, typiquement, parce que... surtout avec la kiné qui s'est démocratisée sur YouTube avec Major Mouvement, Aime ton kiné et d'autres créateurs dans cette même lignée, peut-être que c'était un créneau typiquement à prendre avec du format alors plus long que du TikTok, mais qui permet d'entrer plus en profondeur sur les sujets, les thématiques, et d'avoir peut-être du contenu qui est plus authentique que TikTok où en 60 secondes, il faut que tu aies délivré ton info et les gens l'ont oublié au scroll d'après, quoi. Ouais, c'est un taf. C'est encore un taf, je trouve, de rajouter en plus la création de contenu. J'en fais déjà un petit peu, mais écrite pour Insta et LinkedIn. Mais de faire en plus de ça, de la vidéo avec du montage, etc. Ça demande du temps. Puis ça fait du stress en plus aussi. Une autre question du coup que je pose à tous les invités. Si tu pouvais dîner avec une personnalité connue, ce serait qui et pourquoi ? Alors certains invités trichent et en donnent plusieurs des fois, mais
l'idée, c'est si tu dois en choisir qu'un ou qu'une. Du coup, tout à l'heure, on a parlé de Teddy Riner qui aide beaucoup à démocratiser la santé mentale, où il dit qu'il n'aurait pas eu la même carrière sans sa psychologue. Je pense que ce serait... j'aimerais bien discuter avec lui justement de tout ça et de l'impact de ses mots, de ce qu'il a, de l'influence qu'il peut avoir sur le monde du sport et sur le monde, sur la France au global. Donc je pense que j'aimerais bien avoir une discussion. Alors peut-être pas manger, peut-être qu'il n'a pas envie de manger avec moi, mais discuter de tout ça, ça m'intéresserait. J'allais dire, l'avantage avec Teddy Riner, c'est que leur repas peut durer un peu plus longtemps que d'autres invités, donc il y a le temps de poser un peu plus de questions. Une autre question du coup, qui t'a peut-être aidé dans le sport ou qui t'aide maintenant dans l'entrepreneuriat, mais est-ce qu'il y a une citation ou une phrase justement qui t'inspire? Alors qui t'inspire soit à garder une discipline, à être motivé, à travailler, des fois prendre du repos justement parce que pour éviter le trop. Ouais, ce serait s'écouter parce que, comme je disais, le trop c'est l'ennemi du bien en fait. Ce serait surtout ça la phrase, je pense. Et du coup, qui amène en conséquence à s'écouter et savoir prendre le temps. Et c'est quelque chose qu'on a du mal à faire aujourd'hui, c'est s'ennuyer et écouter les signaux de son corps. C'est pour ça qu'on tombe beaucoup qu'il y a de plus en plus de burn-out ou de dépression. C'est qu'il y a un moment où on n'en a pas conscience et il y a un moment où ça bascule quand même dans la conscience et on finit par les ignorer. Donc, ce serait... le trop, c'est l'ennemi du bien et du coup, s'écouter en conséquence. Apprendre à s'écouter, à rien faire des fois. Et il y a une semaine, justement, j'en ai parlé donc, avec Nico, dont on parlait, avec qui j'ai fait une interview précédente. Je suis tombé sur une analyse de quelqu'un qui essayait de comprendre. Alors, sur les réseaux sociaux, il y a beaucoup de vidéos satisfaisantes. Des gens qui coupent du beurre avec des couteaux chauds ou des trucs comme ça. Une espèce de mousse. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi ce genre de vidéo fonctionne autant. Et en fait, l'explication la plus probable et scientifique à ça, c'est qu'on est tellement surchargé d'informations tous les jours avec les réseaux, à scroll, tout ça, que justement, on prend plus le temps et on n'arrive plus à s'ennuyer et rien faire personnellement. Et du coup, ces vidéos, elles font comme des bulles d'air justement dans notre esprit et je trouve ça triste justement de devoir consommer du contenu pour apprendre à qui nous dit là faut que tu t'ennuies même si c'est inconscient, tu vois. C'est triste oui et non. Du coup si ça peut permettre aux gens de se rappeler ça, c'est bien. Mais le côté satisfaisant de ces vidéos, j'adore. Et moi c'est plus de l'ASMR. Alors voilà, il y en a qui adorent, il y en a qui n'aiment pas, machin. Mais moi ça me satisfait d'écouter ça. Et justement en fait juste écoute et je sais pas, j'aime bien. Ouais, mais là, tu vois, c'est encore du contenu différent. C'est un peu comme du contenu méditation guidée ou des choses comme ça où t'écoutes et j'avoue que je suis pas du tout du côté des personnes qui écoutent de l'ASMR. Ça me stresse plus qu'autre chose. Ouais. Mais je comprends qu'il y a des gens qui aiment ça. Et c'est comme les vidéos satisfaisantes où, comme tu dis, couper du beurre, couper de la mousse ou autre. Il y en a qui détestent ça les temps. Pourquoi il fait ça? Je vois. Du coup, on repart sur une autre question qui ressemble un peu à celle qu'on a fait pendant l'interview inversée, et qui recoupe peut-être aussi un peu avec la question précédente. Mais quel est le conseil justement que tu aurais aimé avoir mais que tu n'as jamais eu? Parce qu'après, le conseil de s'écouter et prendre le temps, ça... C'est pour ça que je disais ça peut recouper, mais vu qu'on en a déjà parlé... Après, si t'en as pas, c'est pas grave. Ça peut être le même, s'écouter. Ouais, j'en ai pas particulièrement. Je pense que peut-être ça aurait pas été un conseil, mais un ordre à me donner de ne pas trop en faire et de savoir prendre le temps et de se dire que les échéances peuvent être sur du moyen terme plutôt que sur du court terme. Ne pas se précipiter, ouais. Oui, en fait, c'est ça, ne pas se précipiter dans les choses, ne pas aller trop vite. Mais ça, c'est un de mes défauts, c'est je fais trop vite les choses, je veux absolument les faire et je prends pas le temps. Et du coup, avoir les résultats rapidement. Ouais, c'est ça, tout de suite. Et du coup, forcément, je fais des erreurs ou ça va pas. Mais c'est un défaut même que j'ai dans le monde du travail. Je faisais des choses des fois trop vite et j'oubliais des choses. Je faisais pas les choses correctement ou bien dans ce qu'il faudrait faire. Donc, je vois. Ouais, ce serait ne pas se précipiter. J'ai lu je crois que j'ai lu ça dans un article ou un livre justement il y a quelques jours.
et c'était l'expérience prend du temps. Justement, c'était un article sur la même chose, sur le fait que tout le monde veut les résultats vite, rapidement et tout. Et c'est un article qui était très long et qui prenait le pied contraire, qui disait que de toute façon, pour avoir des bons résultats, ça prend du temps. Et il avait écrit ça devait être une newsletter, en fin de newsletter, l'expertise prend du temps pour montrer que, en fait, on a beau vouloir faire tout rapidement, il y a forcément, typiquement toi avec la préparation mentale et les accompagnements, c'est une expertise que tu n'auras pas du jour au lendemain, même si tu la veux. Oui, exactement. C'est deuxième. En fait, les experts, ils n'ont pas 25 ans et ils ne sortent pas d'études, donc c'est normal que ça prenne du temps. Et c'est ça, c'est ne pas se précipiter, apprendre. Mais c'est vraiment un apprentissage, je trouve. Ouais. Et c'est dur. On a toute la vie pour apprendre. C'est ça, exactement. Très bon conseil. Dernière question, il en reste deux, mais est-ce qu'il y a un livre justement que tu aimerais offrir, enfin si tu pouvais l'offrir à tout le monde, tu voudrais que tout le monde l'ait au moins lu une fois? C'est un peu une recommandation pour les gens qui nous écoutent. Ce serait pas forcément un livre, mais plus, par exemple, en ce moment, je lis des bouquins qui me permettent de m'ouvrir à d'autres méthodes, type la PNL, l'analyse transactionnelle ou autre. Et ça fait partie d'une collection qui s'appelle Marabout, je crois. Et du coup, c'est le truc psychologie, psy. Et t'as plein en fait, de bouquins de différents auteurs où dedans, c'est savoir dire non. Des questions justement sur la PNL, l'analyse transactionnelle, etc. Et du coup, ce serait plutôt sur cette collection-là, donc Marabout Psy, où c'est hyper intéressant. C'est aussi savoir sortir d'une relation toxique, ce genre de choses. Et je trouve ça intéressant parce que c'est très accessible à des personnes qui n'ont pas fait de psycho ou qui peut juste les aider, c'est bien. Et un livre, mais là du coup c'est plus côté professionnel, sur la bienveillance. Ça s'appelle La stratégie de la bienveillance. Et ça t'apprend à développer ton jeu et ça te permet de comprendre qu'en fait il faut d'abord être bienveillant envers soi-même pour être bienveillant envers les autres et attirer la bienveillance de l'autre et du coup collaborer avec l'autre personne. Mais du coup, elle le dit bien, tu as d'abord le jeu et c'est d'abord toi, te connaître, te respecter, être bienveillant envers toi-même avant le reste. Ah, c'est surtout des livres, c'est ça en fait, de connaissance de soi. Enfin, même si toi tu les appliques pour tes accompagnements, c'est plus moi dans une petite méthode, mais du coup c'est pour aider les gens à mieux se connaître par tes accompagnements, mais du coup en même temps toi aussi enfin, là, le côté... tu l'appliques. Oui, voilà. Le côté bienveillance, je travaille beaucoup avec mes coachés, mais je le travaille aussi sur moi, d'être bienveillant envers soi-même. Et c'est pas facile. Enfin, il y a toujours un truc à travailler finalement sur ça. Au-delà de se connaître, c'est être bienveillant. Une compétition permanente de recherche de performance, d'être la meilleure version de soi. C'est ça. Est-ce que, du coup, il y a typiquement une musique que... Alors là, c'est totalement autre chose, mais c'est pour moi aussi, pour les réseaux, j'aime bien, parce que vu que maintenant on peut mettre des musiques sur Insta quand on met des posts, et que je suis très nul à choisir les musiques, je me dis, je vais demander la musique préférée de chaque invité ou celle qui l'écoute tout le temps, et comme ça, je la mettrai pour la publication de leur post d'annonce de l'épisode. Donc ouais, est-ce que t'as une musique préférée ou une que t'écoutes tout le temps? Ça peut être en ce moment ou depuis plusieurs temps. J'écoute, c'est très varié ce que j'écoute et je passe du coup d'une musique à une autre en fonction de la période. Je sais qu'il y a pas mal de chansons d'Orelsan qui du coup font vachement écho à la vie au global parce que de toute façon c'est le sujet de ses musiques. Avant j'aimais pas trop parce que j'étais pas très rap, mais celle où justement il parle, je sais plus le titre de la musique, mais où il parle du chemin de la vie à 7 ans, machin, à 5 ans, machin. J'ai peur de dire une bêtise en disant que c'est La Quête, mais... Je crois que c'est ça, oui, il me semble. Ok, moi je regarderai. Si elle est sur Instagram, ça sera la musique pour ton post. Ça marche, ok. Dernière question de l'interview, entre guillemets, avant de finir l'épisode. Est-ce que, du coup, c'est pas vraiment une question, c'est plus un passage de micro, entre guillemets, mais est-ce que tu as des amis ou des personnes sportifs ou entrepreneurs que tu penses ou que tu aimerais voir derrière le micro dans une interview, ou des personnes que tu connais pas du tout ou que tu aimerais voir justement qui sont pas dans ton entourage? Ça peut être des sportifs de haut niveau, d'autres entrepreneurs, pour que moi j'essaye d'aller les interviewer et
leur poser ces questions pour que tu aies peut-être des réponses à tes questions Ce serait... au-delà de Teddy Riner du coup. Ouais. Ouais. Ce serait justement des préparateurs mentaux / coach, parce que du coup c'est vraiment les deux appellations, que j'ai pu avoir en intervention pendant l'IDU, j'en pense à une en particulier, qui elle-même a été sportive de haut niveau avant, qui faisait de la voile, qui a fait les jeux, etc. Du coup j'étais un peu en admiration, c'est un peu du coup le parcours que je voulais avoir. Du coup ce serait elle s'appelle Ingrid Petitjean. D'accord. Et c'était une des principales intervenantes du DU que j'ai suivi à Dijon l'année dernière et que je trouvais très intéressante, inspirante et vraiment maîtrisante du sujet, quoi. Ok, je regarderai, je me renseignerai pour essayer de la contacter ou, ou si tu as encore son mail universitaire. Peut-être. On regardera. Dernière question, là c'est vraiment la dernière que je pose à tous les invités. Est-ce que c'est un épisode réussi pour toi ? Oui, je trouve, parce que du coup, ça permet de parler de beaucoup de choses. Donc, on a pu parler du sport, de l'auto-entrepreneuriat avec un petit peu ses difficultés et ses avantages, et du sujet en lui-même que je traite aujourd'hui, donc la santé mentale. Et ouais, je trouve que c'est réussi, ouais. Et je suis très content que l'exercice t'ait plu et c'est ce que j'en retiens avec la majorité des invités. Ils sont tous très contents, donc ça me fait plaisir. Heureusement, et... finalement. Heureusement, mais c'est pour ça que j'aime bien poser cette question à la fin parce que d'habitude, en général, les gens les posent en off ou discutent un peu comme ce qu'on a fait quand on est arrivé, mais je trouve ça intéressant d'avoir le retour en direct aussi de l'invité et pour les gens aussi. Et je trouve que ça a été vraiment une discussion et on a pu aborder beaucoup de sujets et les développer, donc c'est intéressant. Il y a encore beaucoup de sujets, je pense qu'on aurait pu aborder ou aller plus en profondeur, que ce soit le sport, l'entrepreneuriat, tes études, tout ça. Mais c'était très, on va dire, complet et c'est ce que j'essaye de faire en tout cas pour des premiers épisodes, essayer de parcourir la chronologie et de s'arrêter un peu sur les points principaux. Après, peut-être que certains invités reviendront plus tard ou avec des évolutions dans le parcours. Donc là, on pourra rentrer plus en profondeur dans certains sujets. Mais merci beaucoup à toi. Merci aussi à tous ceux qui nous ont écoutés jusqu'au bout. Si l'épisode vous a plu, n'oubliez pas que vous pouvez toujours le liker et mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Et toujours pareil, vous pouvez retrouver toutes les informations d'Héloïse et de Crisis dans la description. Et pour finir, du coup, c'est le deuxième épisode avec lequel je fais ça. Je te laisse le mot de la fin. Tu as plus ou moins 30 secondes, mais tu peux prendre plus ou moins si tu veux. Mais pour donner un dernier conseil ou dire une dernière chose à ceux qui nous écoutent encore, ça peut être ce que tu veux, ça peut être en lien avec ce qu'on a dit aujourd'hui ou pas du tout. Merci d'avoir écouté, d'avoir été jusqu'au bout déjà. J'espère avoir été claire et précise sur le sujet de la préparation mentale et du coaching, qu'on ait bien compris le domaine, etc. Et puis après, le dernier mot, ce serait vraiment de ne pas attendre d'être dans le mal ou d'avoir une demande ou un problème, entre guillemets, pour consulter et aller voir quelqu'un, que ce soit psy ou psychiatre, etc. Et que du coup, en amont, il y a aussi les coachs et préparateurs mentaux. En amont de ça. Voilà. C'est un très bon mot de la fin et merci pour cette interview et pour ton temps. Merci à toi.